Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de nous retrouver dans le cadre de notre magazine d'actualité hebdomadaire, le Forum de Radio Gabon. Le 24 juin 2012, nous recevions sur cette même tribune le secrétaire général du PDG, Monsieur Faustin Boukoubi. Alors à ceux des Gabonais qui doutaient encore de la capacité pour les députés PDG d'alimenter le débat sur les questions d'intérêt national dans une assemblée où le Parti démocratique gabonais est largement majoritaire, Monsieur Faustin Boukoubi s'était voulu rassurant. Le fait majoritaire, disait-il, ne signifie pas du tout que les députés feront de leur institution une chambre d'enregistrement, et la preuve patente, s'il en est besoin aujourd'hui, justement, c'est ce débat autour du méga projet agro-industriel des VA-culture à Mivoul. Alors le dossier tel qu'il est présenté par monsieur Bertrand Zibi Abege, le député du 2e siège du département du Haut-Ntem à Mivoul, qui est notre invité aujourd'hui. Alors il s'agit d'une plantation agro-industrielle de 40 000 hectares. Alors 40 000 hectares avec des opportunités d'emploi énorme, on parle de 7000 emplois, et aux dernières nouvelles, la société Olam aurait même entamé la phase de recrutement sur le terrain, ce qui, a priori, est une bonne chose, mais là où il y a problème, parce qu'il y a bel et bien problème, selon le député du 2e siège du département du Haut-Ntem, ce sont ces nombreuses zones d'ombre dans la convention passée entre l'État gabonais et le groupe Olam, et au nombre des interrogations figurent les termes de la convention. Quelles sont les charges du groupe Olam? Qu'est-ce que l'État en tire et sous quelle forme? Qu'en sera-t-il des richesses que regorge la zone concédée, et notamment les nombreuses essences forestières et les richesses du sous-sol? Question. Alors, le plus troublant dans cette affaire, c'est que monsieur Zibi Abege dit qu'il ne trouve aucun interlocuteur du côté du gouvernement, autrement dit, silence total. Alors, dans sa démarche, monsieur Zibi Abege fait face à un autre député, PDGiste, lui aussi. Il s'agit de monsieur François Ango Ntuntum, député du Haut-Ntem à Mivoul, qui visiblement affirme tout le contraire. Alors, monsieur Bertrand Zibi Abege, dit-il, n'est pas qualifié pour juger de l'opportunité d'un tel projet. Alors, qui dit vrai? C'est un débat. Et pour le premier volet de ce que nous allons appeler la saga du projet Éveil-École de Mivoul, c'est donc le premier cité, monsieur Bertrand Zibi Abege, député du 2e siège du département du Haut-Ntem à Mivoul, qui est donc notre invité aujourd'hui, attendu dans les prochains jours sur cette même tribune pour exprimer naturellement sa position, sa lecture du sujet. Monsieur François Ango Ntuntum, absent hélas de Libreville au moment de l'enregistrement de ce magazine. Voilà pour le sommaire. Le Forum de Radio Gabon. Le Forum de Radio Gabon présenté par Roger Mibang-Mézé. C'est votre tribune d'échange et de débat pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité nationale et internationale. Le Forum de Radio Gabon. Enquête, analyse, reportage et interview avec ceux qui font l'actualité politique, économique, socioculturelle ou sportive. Notez bien le rendez-vous. Le Forum de Radio Gabon, c'est tous les dimanches de 9h10 à 10h avec Roger Mibang-Mézé et toute la rédaction. Alors ça va être décidément avec la biométrie l'un des gros dossiers de la période des vacances, les vacances scolaires, les vacances au Parlement. Dans tous les cas, toute la ville en parle. Un député PDG de surcroît qui jette un pavé dans la mare pour dire non à une initiative du gouvernement. Il s'agit de cette plantation agro-industrielle en projet à Mivoul. Nous sommes dans la province du Haut-Ntem. Alors c'est pas la plantation en tant que telle qui est boudée, mais ce qu'on va y planter, à savoir l'EVA. L'affaire, je vous l'ai dit, fait grand bruit. Et pour en parler, monsieur Bertrand Zibi Abege, député du 2e siège du département du Haut-Ntem. Alors monsieur, comme on dit, à vous la parole. Effectivement, comme vous le dites, ce sujet
de l'EVA culture fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je tiens à vous dire, contrairement à ce qui est répandu dans une certaine presse, que je ne peux pas être contre les emplois qui vont être créés, encore moins le développement de mon département en partie et du Gabon en général. C'est le produit, l'EVA, qui ne trouve pas l'assentiment des populations du Hontem. Simplement parce que le Wellington, qui a été le grenier agricole du pays, a eu une amère expérience de l'EVA. Là où est planté l'EVA, plus rien ne pousse. Nous avons eu quelques précédents. C'était de petites plantations de moindre envergure. La plus grande peut-être pour les planteurs villageois serait peut-être de l'ordre de 5-6 hectares. Nous avons également la société EVA Gabon à l'époque, aujourd'hui SIAT, qui a, je crois, plus de 1000 hectares. Mais aujourd'hui, nous parlons de plus de 40 000 hectares. Je dis bien 40 000 hectares. Donc un projet qui engloberait une partie d'OIM, presque tout Mivoul, et une autre partie de Bitam. De mémoire de Gabonais, on n'a jamais vu une plantation agro-industrielle de cette dimension. Donc nous avons essayé de mener des recherches scientifiques, une étude avec des experts mondialement connus. C'est ainsi que moi-même, je me suis rendu il y a 1 mois aux États-Unis d'Amérique. J'ai continué au Brésil et ensuite au Mexique. Et ayant rencontré des experts de haut vol dans ces pays, ils m'ont clairement démontré que c'était le pire des choix que nous ferions dans le Hontem. Parce que une industrialisation de l'EVA aura plusieurs impacts négatifs. Le premier étant que le Wellington est bordé par 2 grands cours d'eau, le Wele et l'Hontem. Tout le monde connaît ces grands fleuves, d'ailleurs, qui ont donné leur nom à la province. Ensuite, il est traversé par plus d'une vingtaine de grands fleuves, le Kié, Nié, Bolo, etc. Donc, une plantation de cette envergure va être traitée par arrosage héliporté. C'est des avions qui vont traiter avec des pesticides, qui vont traiter avec des engrais hautement toxiques la plante de l'EVA en zone tropicale. Au bout d'un certain temps, les spécialistes les plus optimistes nous donnent tout au plus 3 ans. La nappe phréatique va commencer à être polluée, et lorsqu'elle va être polluée, avant 4 ans, nous n'aurons plus un seul poisson dans nos rivières. C'est le premier impact négatif. Ensuite, une plantation d'une telle envergure va nécessiter un gros investissement en termes d'engins dans nos forêts. Ça ne va pas être un seul caterpillar, mais des dizaines, voire des centaines de caterpillars. Tous nos animaux vont fuir nos forêts. Donc ça, c'est un gros impact. Maintenant, il y a des impacts socio-économiques. Le principal étant que une telle superficie octroyée à une multinationale qui vient nous aider, le défunt président disait, lorsqu'un étranger vous apporte sa force de travail, en retour, apportons-lui notre amitié. D'accord, le groupe Olam nous apporte sa force de travail, un permis lui a été octroyé, des questions se posent aujourd'hui. Cette zone choisie par Olam, c'est l'une des zones du bassin du Congo la plus riche en bois d'hiver, bien avant l'Amazonie. La première question est de savoir ce bois d'hiver qui va être coupé, parce que pour une telle exploitation, on est obligé de déforester. Qui va exploiter ce bois? Première question. Deuxième question, dans les cartes minières du Gabon, le sous-sol du Wellington, après celui de l'Ogooué-Vindo en teneur de fer, est l'un des plus riches. Deuxième question, une fois ces terres octroyées à cette multinationale, qui va exploiter le sous-sol de cette superficie? Est-ce que quelqu'un pourrait avoir encore accès à ces plantations? Et maintenant, le dernier impact, le plus négatif, est simplement que scientifiquement, il est prouvé que l'EVA culture et le manioc ne font pas bon ménage. Où pousse l'EVA? Il ne peut pousser aucune plante de manioc. Or, l'aliment de base des populations gabonaises et mivouloises en particulier est le manioc. Si nous ne pourrons plus planter le manioc, qu'allons-nous devenir? C'est un gros point d'interrogation. Moi, aujourd'hui, je ne fais que poser des questions en tant qu'élu du PDG, et je tiens quand même à souligner que je suis député du Parti démocratique gabonais.
soutenant le projet de société du président de la République, Ali Bongo Ondimba, ce projet pour lequel il a été élu. Et l'un des piliers de son projet est le Gabon vert. Le Gabon vert fait aujourd'hui parler de notre pays sur le plan international. Nous sommes leaders aujourd'hui en termes de biodiversité. Nous ne pouvons pas, parallèlement, c'est vrai, nous voulons le développement, octroyer en zone habitée. C'est le paradoxe, en zone habitée. Quand vous savez que l'un des accords aux Nations Unies qui a été âprement discuté des années durant, dit très clairement que les plantations industrielles ne peuvent se faire au minimum qu'à 100 km des habitations. Vous ferez le tour du monde, vous verrez que partout où il y a une agro-industrie, c'est loin des populations. Or, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est tous nos villages qui sont englobés dans ce projet fédérateur, d'accord, mais aujourd'hui, nous ne trouvons pas notre compte. Parce que, nous ne pourrions plus nous nourrir, et mieux encore, pour défendre la politique du chef de l'État aujourd'hui, nous ne pouvons nous permettre d'être aux antipodes des populations. Parce que lorsqu'un projet arrive, c'est exactement comme si je venais dans votre maison, je vous dis, monsieur Mbambaze, vous m'avez bien reçu, mais demain matin, je viendrai changer votre salon, je n'ai pas aimé la couleur de votre table. Je me dois quand même de vous demander, auriez-vous besoin d'une table ou d'une télévision? Si je tiens vraiment à vous aider. Or, le projet, il est ficelé et les populations n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Donc, nous défendons la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il est de notre devoir, de temps à autre, de tirer la sonnette d'alarme, de dire, attention, pouvons-nous recadrer le tir? Nous le pouvons parce que tout ce que demandent les populations du Walentem aujourd'hui, est simplement de réintroduire le cacao, de réhabiliter les plantations de café et ne même plus se limiter au seul Walentem. De le faire dans le Goué-Vindo, nous avons d'excellents planteurs, il faut revoir qu'est-ce qui peut être fait dans cette zone. Dans le Haut-Ogoué, le café de Konja, il est suffisamment prisé mondialement. Et ensuite, nous dépensons par an près de 12 milliards de francs en achat de bananes. Rien que pour la banane. Pourquoi ne mettrons-nous pas un peu de sous pour développer la banane, mais de manière semi-industrielle, et je vous assure que le groupe Olam n'aura pas besoin d'attendre 10 ans pour rentabiliser son projet. Vous rajoutez à cela le manioc. Le manioc est mangé de la racine à la feuille. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Brésil tient un pari qui va certainement se réaliser dans les 5 prochaines années, d'avoir son carburant près de 10% d'éthanol. Or, nous avons de l'éthanol dans le manioc, nous pouvons développer la canne à sucre, donc je n'ai rien contre ce projet, il créera certainement certains emplois, c'est indéniable. Mais dans le fond, la plupart de ces emplois, ça va être de la manutention, ça va être des jeunes qui vont débrousser dans ces plantations. Or, on connaît le côté belliqueux de nos populations. Il va travailler 1, 2, 3 mois, il va s'en lasser, il va abandonner. Et c'est le problème que nous avons déjà avec les VA cultures dans le Walentem. Les plantations, vous allez à Mindik, au bout des doigts, vous compterez le nombre de Gabonais qu'il y a. Presque personne. Vous allez dans celle de Bitam, pareillement. Donc, il va falloir trouver plutôt comment intéresser ces populations, qu'au lieu qu'elles soient des employés, mais elles soient des acteurs. Or, avec la plante des VA, il nous est difficile aujourd'hui de créer des semi-acteurs industriels dans cette plante. Mais je crois avec le manioc, qui 7 mois après a donné ses tubercules, ses fruits et autres, le bonhomme se sent acteur, il a sa famille, il peut revendre lui-même une partie et faire une épargne. C'est un peu plus facile que d'essayer de sédentariser quelqu'un qui est déjà en ville. Parce qu'il faut également vous souligner quelque chose, nos villages en période scolaire sont quasi vides. Tous les villages du Gabon. Mais pour intéresser le bonhomme qui a trouvé Exode ou a un petit bricole à Libreville, un autre bricole dans le Walentem, il vaut mieux quelque chose qui le sédentarise, où il se sent responsable. Et je suis convaincu qu'en si peu de temps, nous pourrions décoller, mais avoir une autosuffisance alimentaire d'ici 2015. Voilà, honorable, vous avez dit beaucoup de choses. On va essayer de prendre les unes après les autres. Alors, autant votre exposé paraît suffisamment clair, autant vous vous posez un certain nombre de questions. J'imagine que vous avez lu la convention qui lie la société Olam à l'État gabonais. Est-ce que ces questions que vous vous posez ne trouvent pas leur réponse dans la convention?
J'ai lu la convention, je l'ai relue dans tous les sens, aucune réponse. La convention OLAM a un permis forestier. Maintenant que le problème est posé, les experts vont certainement nous le décortiquer. Quelles sont les charges? Qu'est-ce que l'État en a tiré? Sous quelle forme de contrat cette convention a-t-elle été signée? C'est beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de zones d'ombre. Malheureusement, vous verrez très peu d'interlocuteurs communiquant sur le dossier. À la limite, il est classé secret d'État. Or, un dossier de cette ampleur, qui a pour vocation d'aider nos populations, se doit d'être, mais alors là, au maximum amplifié. Et c'est nous, les acteurs politiques, qui devons justement porter la bonne nouvelle à nos populations. Or, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. C'est du village qu'on m'appelle la semaine dernière, qu'OLAM, après mon passage dans les médias, serait allé faire une réunion à Mimvoul avec les autorités, une autre au district de Bolossoville avec les autorités, quelques notables dans la salle et un chef de canton qui parle à haute intelligible voix en disant « Nous avons accepté le projet, c'est bien », mais les populations immédiatement ont clairement dit qu'elles ne se reconnaissaient pas dans une telle déclaration. Vous voyez qu'il faut parler, c'est un projet d'envergure nationale qui va nous engager pour les 100 prochaines années au minimum. Donc c'est une décision lourde de conséquences que nous prenons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas la prendre à la légère. OLAM a déposé une étude d'impact environnemental. Pour qu'un projet soit agréé à l'international, il va falloir une contre-étude d'impact environnemental également. Et maintenant, un cabinet vient certifier la véracité des deux études et on octroie le permis. Ce n'est pas l'inverse. Or, aujourd'hui, OLAM est déjà en phase de recrutement dans le ONTEM. Les routes sont déjà tracées. Tout est ficelé. En réalité, je suis peut-être l'empêcheur de tourner en rond. Mais ce n'est pas le député Bertrand Zibi. Ce sont les populations qui veulent savoir pourquoi un tel projet, quel impact pour un tel projet. Il y a déjà eu des précédents dans ce pays. Et je tiens aujourd'hui solennellement à saluer le ministre Bilé Bizé qui nous a donné une leçon de courage dans ce pays. Lorsqu'il s'est agi du projet de Belinga, il n'était qu'un petit groupuscule à l'époque, 3, 4, 5 personnes. Personne n'entendait leur son de cloche. Tout le monde se disait, mais ils sont fous, ils sont malades, un tel projet, tout est ficelé, tout est fait. Mais le peuple a commencé à prêter attention à ces cris. Les gens ont commencé à lire, à se poser des questions. Mais au final, ce monsieur et les ogivins ont sauvé le peuple gabonais dans son entièreté. Parce que le contrat qui avait été octroyé aux Chinois, moi j'ai eu la chance de le parcourir à New York. Mais je vous assure, les quelques personnes qui le lisaient avec moi se demandaient à la limite si nous étions encore sur la planète Terre. Parce que pareil contrat ne s'était signé nulle part ailleurs avant. Donc vous comprenez que des gens me taxent de tous les noms. Bon, moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en termes de militantisme. J'ai adhéré au Parti démocratique gabonais en 1988 où tout le monde l'avait fui. Il fallait être courageux. Et pour la petite histoire, c'est à cette époque que j'ai fait la connaissance du chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba. Il était député à l'Assemblée nationale. On venait de les sortir du gouvernement pour faute d'âge, Mbaobam et lui. Donc quand ils ont créé les rénovateurs, je fais partie de ces jeunes qui ont assisté à leur première causerie. Mais je peux vous dire que rarement je n'ai entendu quelqu'un parler, mais avec autant de détermination et de franchise. Le discours des rénovateurs à l'époque était: le président est embrigadé par ses amis les caciques qui font du pays ce qu'ils veulent. Ça, il faut que ça s'arrête. Et je vous assure que quand nous sortions de ces réunions, c'est la chair de poule que nous avions dans le dos. Parce que nous affrontions à l'époque, du moins les rénovateurs, le noyau dur du pouvoir. Et le chef de file des rénovateurs n'était autre que le président actuel Ali Bongo Ondimba. Il avait été taxé de tous les noms, mais il avait le courage et le combat était juste. Il fallait que des jeunes, à l'époque ils étaient jeunes, 33 ans, qu'ils menaient ce combat. C'est un combat de longue haleine. Et dans 5 ans, ce ne sera plus un problème du ONTEM du député Bertrand Zibi, ce sera un problème du Gabon dans sa généralité. Et justement, votre frère du ONTEM, l'honorable député François Angon Tuntum, que nous attendons sur cette même tribune, dit que vous n'êtes pas qualifié pour juger de l'opportunité de ce projet. Par ailleurs, vous faites le rapprochement entre ce qui s'est passé à Belinga
Mivoul. Alors, doit-on croire, honorable, que certains techniciens ont induit les pouvoirs publics en erreur? Comment peut-on imaginer qu'une convention de cette ampleur soit signée à ce niveau de responsabilité pour être finalement dénoncée dans les termes qui sont les vôtres aujourd'hui? J'ai beaucoup de respect pour mon aîné, l'honorable Angon Toutoum. Moi, j'ai appris à être pondéré dans ce que je dis. Peut-être je le dis avec passion, mais avant de m'engager dans un sujet, j'essaie souvent, au minimum, d'en prendre connaissance, de m'en imprégner et d'en savoir un peu plus. Maintenant, géographiquement, je vais vous surprendre. Mais enfin, le député Angon Toutoum se mêle de ce problème exactement, c'est son droit, il est élu du peuple, il est élu national, mais au même titre qu'un élu national d'Akieni, de Konja ou de Makokou. Géographiquement, Olam n'arrive pas dans son siège. Olam prend tout mon ciel au canton sud, monte au canton Sosolontem pour ressortir vers Bitam. Il n'y a même pas 1 mètre ou un peu plus de son siège qui soit pris dans ce projet. Ou si la future extension se ferait là-bas, mais pour le moment, les concernés sont les populations du canton sud et du canton Sosolontem. Et lorsque un tel projet arrive, je ne me limite pas à ce qui se dit, comme on dit le Congossa au quartier, j'essaye d'écouter des experts qui me démontrent la faisabilité ou la viabilité du projet. C'est sur la base scientifique, seulement scientifique, des experts que je me prononce aujourd'hui. Moi, je ne savais pas que le manioc et les VA étaient incompatibles. Je ne l'ai jamais su. Mais c'est les experts qui me l'ont démontré. Je souhaiterais que le député Ango vienne me démontrer le contraire. Je souhaiterais que le député Ango puisse me démontrer que une plantation de 30 000 hectares ne se ferait pas par arrosage héliporté, que ça se ferait peut-être par des arrosoirs. Je voudrais qu'il vienne m'en démontrer le contraire. Mieux encore, lorsque vous prenez les Antilles aujourd'hui, vous prenez Haïti, dont la France a fait une des plus grandes bananeraies du monde. Mais quand vous voyez des problèmes de cette population aujourd'hui, des gamines qui arrivent à puberté à 8 ans, des gosses qui ont un cancer de la prostate à 30 ans, les populations malades, il y a des documentaires, certaines personnes portent plainte aux Nations Unies. Ils parlent de génocide là-bas, parce que l'effet des pesticides, ce n'est pas Bertrand Zibi. Mieux encore, le réchauffement climatique, nous le connaissons tous. Pouvez-vous me dire, vous qui êtes journaliste, en quelle saison sommes-nous aujourd'hui? Plus personne ne peut savoir. Il pleut en juin, il fait chaud en février. Les climats sont complètement chamboulés. Et aujourd'hui, les premiers effets de la malnutrition gabonaise commencent à se faire sentir. Depuis 5 ans, nous mangeons des légumes plantés aux pesticides par nos frères venus nous porter main forte, les Ghanéens, les Burkinabés, l'oignon, l'oseille, les aubergines, le folon que nous mangeons. Vous poserez à n'importe laquelle des femmes, peut-être à la vôtre, la question. Elle prépare le folon à 8 heures. À 12 heures, vous mangez. À 18 heures, vous réouvrez la même marmite. Elle a pourri. C'est ça la réalité. Or, le folon du village, vous le gardiez pendant 2-3 jours sans frigidaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous prenez le vin de palme. Connaissez-vous un palmier qui peut produire 60 litres au quotidien? Mais nous consommons tout ça. La finalité, c'est quoi? Vous ouvrez la page nécrologique, des jeunes qui meurent à ne plus en finir, des maladies cardiovasculaires, vous avez un gosse de 15 ans qui fait un arrêt cardiaque, vous avez un gosse de 25 ans qui fait un AVC. C'est ça la malbouffe. Et lorsque nous allons la prendre maintenant de manière industrielle avec une plante qui va complètement appauvrir notre sol, ben je ne sais pas ce que ce grenier d'antan, qui était le Wellentem, grenier alimentaire du Gabon, va devenir. C'est ça mon seul combat. Donc, ce n'est pas un combat politique. J'ai entendu quelque part, lorsqu'il parlait, dire « Olam est le bras séculier du pouvoir ». C'est une bonne chose. Mais un élu national ne peut pas parler en ces termes. Parce que nous sommes pour contrôler l'action du gouvernement, voter l'impôt, recadrer et répercuter ce que disent nos populations. Donc, moi, je reste pour que la science nous édifie. Mais le peu que j'ai appris aux États-Unis, au Mexique et au Brésil me fait dire que nous n'aurons plus de poissons dans nos rivières, nous n'aurons plus de viande dans nos brousses, et mieux encore,
le manioc, notre aliment de base, ne faisant pas bon ménage avec les VA, nous allons en être sévrés. Et ça, c'est scientifique. Ça dépasse le cadre politicien. Je suis prêt à discuter avec des experts qui me diront, monsieur le député, vous vous trompez, à tel endroit, on a planté les VA et le manioc et tout a bien poussé, à tel autre ci et ça, nous allons commettre des experts, nous allons commettre des personnes, elles vont en juger et nous allons en décider. Honorable, tout le monde a compris, je crois que nos auditeurs ont compris qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt national. Les enjeux sont énormes. Vous êtes tous les deux députés à l'Assemblée nationale, de surcroît d'une même formation politique. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'interpeller les ministres concernés par ce dossier à l'Assemblée nationale pour édifier finalement tout le monde, toute la population gabonaise, au lieu de passer par une empoignade dans les médias? Non, empoignade non. Les grandes démocraties du monde sont ainsi faites. C'est vrai que nous appartenons au même moule, le Parti démocratique gabonais, le PDG, mais je crois que les Gabonais ont besoin plus que jamais qu'on leur dise la vérité. C'est nous qui sommes au pouvoir. C'est nous qui avons la majorité, tant au Sénat, à l'Assemblée nationale. Le gouvernement est composé de PDGistes. Nous nous devons donc, à tous les instants, penser Gabon d'abord. Et une des prophéties politiques de ce pays a été dite par un grand homme, le fondateur du Parti démocratique gabonais. Presque à la fin de ses jours, nous a laissé un testament. Et chaque PDGiste en particulier, et Gabonais en général, devrait méditer sur ces paroles du sage. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde, quand il voudra, il nous punira. C'est une phrase profonde, c'est un testament. D'accord, nous défendons les intérêts du parti, d'accord, nous défendons nos quelques avantages que nous avons, on ne crache pas dessus, mais l'intérêt du Gabon est largement au-dessus du Parti démocratique gabonais.
Donc il faut toujours que ce distinguo soit fait. Or aujourd'hui, c'est un problème hautement national. La prochaine guerre du 21e siècle va être celle de la terre. C'est pourquoi le sommet de Rio a dû recadrer les multinationales qui sont en train d'acheter à coups de milliards de terres à travers le monde. La sonnette d'alarme a été une fois de plus tirée à Rio il y a quelques jours où notre président Ali Bongo Ondimba a fait une allocution hautement ovationnée en parlant du Gabon vert. Donc je crois que, fort de tout ça, nous devons avoir une grosse réflexion nationale et non partisane. Moi, je ne m'inscris pas dans le débat pédégiste, non. Je m'inscris dans la continuité de la République. Notre mandat est de 5 ans. Après moi, il va certainement avoir d'autres députés. Avant moi, j'en suis à la 12e législature. Il y en a eu 11. Les partis vont certainement passer, mais la République gabonaise demeurera unie et entière. Justement, honorable, par rapport à votre démarche, est-ce que vous ne redoutez pas d'être taxé d'opposant au sein du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale et subir pratiquement la même sanction que vos prédécesseurs de la 11e législature, Maître Paulette Oyanondo, Jean-Christophe Ovonongama, qui ont osé tenir un discours qui allait contre la discipline du Parti démocratique gabonais? Je ne m'inscris pas dans un contexte politique. Ils avaient pris position pour une révision constitutionnelle, pour ou contre. C'était un contexte purement politique. Des partis qui s'affrontent. Moi, je m'inscris dans un combat nationaliste. C'est différent. Autant j'ai des appuis sous cap des gens qui, de manière spontanée, dans la rue, m'écoutent dans les médias, me lisent dans les journaux, disent « Mon fils, ton combat est juste », me disent exactement ce que vous dites, qui est une vérité. Autant je reçois également des menaces voilées me disant « Non, ne parle pas, c'est tabou ». Non. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir dépassionner le débat. Parce que celui qui rendra compte à la nation gabonaise, le seul qui a un mandat national, c'est le président Ali Bongo Ondimba. Et je ne voudrais pas que lorsqu'il reviendra vers Mimvoul, que les populations de Mimvoul qui sont déjà taxées de tous les noms puissent peut-être d'opposants à vie, puissent peut-être non. Personne n'est opposant, personne n'est contre. Dans le sang. Ou dans le sang. Mais je crois que c'est un débat plus que profond. Les coups de fil que je reçois du sud, du nord, de l'est, ce ne sont pas forcément les pédégistes à proprement dit. Bon, mais ce que vous dites est véritablement vrai. Toute une cabale est montée, mais je m'en remets exclusivement à l'arbitrage du président de la République. C'est le président de la République garant de l'unité nationale. C'est le président de la République le chef de village qui, lorsque des enfants se battent dehors ou lorsqu'il y a une palabre dans le village, fait asseoir tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons du débat de la biométrie. Il nous a convoqués. Et ce débat des multinationales, des plantations et autres rentre dans ce contexte. Donc, lui seul comprendra la justesse du combat des populations de Mimvoul. Et les experts qui vont monter au chrono demain vont peut-être étayer ou infirmer mon propos. Je ne suis pas omniscient, je ne me fais que porte-parole de mes populations et de la science. La science, lorsque j'ai été au Brésil, j'ai vu des images satellitaires, j'ai vu par exemple ce qu'était le lac Tchad, le plus grand lac d'Afrique, et ce qu'il est devenu aujourd'hui un petit ruisseau à la limite, c'est vous dire que les choses évoluent. J'ai malheureusement ce rôle d'être souvent le hibou qui annonce le mauvais temps. Il y a 5 ans, j'avais interpellé le défunt président Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, à Washington. Je lui ai dit, monsieur le président, il se chuchote, il se dit des choses mais terribles, venant de chez nous, à Mimvoul, à Minkebe. Cette réserve est aujourd'hui habitée par plus de 5000 âmes. Et des ministres qui étaient dans la salle m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Monsieur le président, mais cet enfant, il est malade, il est fou, il dit souvent des choses, mais vraiment, il les tient doux. 5 ans après, la République gabonaise a commis ses forces de défense pour aller déloger plus de 5000 personnes qui vivaient dans Minkebe. Qu'est-ce qu'ils y ont pris? Il y a eu 822 éléphants décimés, et ça a été su parce que un conteneur d'ivoire a été arraisonné au port de Hong Kong. Et on a retracé que cet ivoire arrivait de la forêt de Minkebe. Ils ont extrait, on parle de plus de 22 tonnes d'or. Cette zone est riche diamantifèrement. Et vous aviez là la plus grosse concentration
humaine de tout le Wellington. C'était toute une ville, ce n'était plus un village, dans la forêt, avec près de 14 nationalités et des réseaux de prostitution à l'international. Et ces gens-là, lorsqu'elles venaient faire leurs emplettes dans nos villages, notre ville Minvoul, notre sous-préfecture Bolosso, avec autant d'argent, le taux de prévalence du sida a augmenté chez nous. C'est comme ça que ces personnes sorties de la brousse, sorties de nulle part, contaminaient nos populations. Et lorsque je suis député aujourd'hui, j'assiste quasiment quotidiennement à un deuil. Mais la moyenne d'âge est laquelle, monsieur Mbameze? C'est des gamines de 20 ans, 18 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans maximum, la colonne vertébrale de ce pays. Donc vous comprenez, aujourd'hui je suis député de la République gabonaise, je me dois plus que jamais de tirer la sonnette d'alarme pour que demain nous ne disions pas je n'étais pas au courant. Et moi, je suis guidé par le dernier discours à la nation du distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Qu'a-t-il dit le 17 août dernier? Il a dit l'excuse de dire je n'étais pas au courant, je ne sais pas, j'ai jamais gouverné, je ne suis au courant de rien est révolu. Tous, nous allons être comptables, chacun à son niveau. Donc moi, à mon petit niveau de député, j'essaye et je serai comptable du peu que j'aurai fait. Alors, peut-être une indiscrétion. Quelle est la position de votre parti par rapport à votre démarche? Le PDG ne s'est pas encore officiellement prononcé, tout simplement parce que les choses sont allées très vite. Vous voyez, nous parlons aujourd'hui, mais Olam est déjà en phase de recrutement à Minvoul. Donc il y a urgence et certainement le Parti démocratique gabonais, qui est un grand parti organisé, va convoquer ou donnera sa position, je ne sais sous quelle forme. Mais pour le moment, nous essayons de parer au plus urgent, à relayer le message des populations. S'il y a recrutement, ça suppose que une partie de la population adhère finalement à ce projet. Exactement, mais la grosse partie de nos populations résidant à Libreville, chacun, comme vous le savez aujourd'hui, nos villages sont quasi vides. Mais le gros arrive quand? À partir de fin juillet. Faites un tour au PK8 à partir de samedi prochain, mais vous verrez des canters entiers. Les bus vont être petits parce que le peuple wellingtonois va aller en vacances maintenant. Donc, on ne peut pas dire ce recrutement et ces choses qui se font dans l'opacité, dans le noir le plus absolu, pour atteindre quel but? Moi, je crois que ces 7000 emplois qui vont être mis sur le marché ne doivent pas concerner que Minvoul. Minvoul ne pourra jamais trouver 7000 bonhommes. Ça doit être un appel d'offres national. Et à partir de là, les gens vont se poser des questions, les scientifiques vont s'en saisir du projet. Et c'est la même chose qui nous a conduit au refus de Belinga. Parce que Belinga était entièrement ficelé. Tout était ficelé. Et lorsque les ogivins, les fils nobles de la province de Logo-Ivindo se sont levés, le contrat, il était déjà signé. Jusqu'à ce que le contrat soit remis à plat. C'est notre démarche aujourd'hui. Honorable, du peu que je sais, Minvoul n'a jamais eu une telle opportunité en termes d'emploi. Alors comment dire à un chômeur, à quelqu'un qui est resté au chômage pendant toute sa vie, que là où vous allez, ce n'est pas bon pour Minvoul, ce n'est pas bon pour l'avenir de notre localité? Je suis moi-même le premier à défendre ces emplois. Mais ce que nous disons, si Olam peut encore changer la plante d'EVA contre le manioc par exemple, ou la bananeraie, ce sera du pareil au même. L'une des zones avant la grande découverte du pétrole au Gabon, les deux provinces les plus riches, c'était Logo-Ivindo et le Wellington. Simplement parce que des planteurs dans ces deux provinces avaient dompté l'art du cacao et du café. Mais les premiers millionnaires du Gabon qui venaient de ces provinces, ils arrivaient à envoyer leurs enfants étudier en Europe, en Amérique, avec les fruits du cacao et du café, et j'en passe d'autres plantes. Combien de millionnaires et Vegab nous a-t-il donné à Minzik? Combien de millionnaires et Vegab nous a-t-il donné à Bitam? Parce que nous avons les deux exemples. D'un côté, une agriculture qui se faisait de manière, je dirais, rudimentaire. C'était nos papas, qu'est-ce qu'ils avaient? La hache, la machette, qui ont quand même vendu du cacao. À l'international, ont pu en acheter des voitures, bâtir des maisons, envoyer leurs enfants étudier en Europe. Et l'industrialisation de l'EVA qui s'est faite à Bitam. Et mieux encore,
mardi dernier, vous avez un communiqué de la SIAT qui dit très clairement qu'elle revoit à la baisse le prix d'achat de l'EVA. Donc, c'est une culture soumise à la spéculation. Mais par contre, la banane, nous voyons des camions entiers arriver du Cameroun au quotidien. Nous avons les mêmes terres. Je dirais même la nôtre est à certains endroits un peu plus fertile. Donc, pour finalement arriver à l'industrialisation, parce que, il faut le souligner, ça va être la première plantation dans ce pays de cette envergure. Il faudrait que nous prenions un certain nombre de garde-fous. Le gouvernement doit être suffisamment éclairé avant d'apposer sa signature sur un tel contrat. Et pour ce qui concerne l'impact environnemental, il faut beaucoup d'autres compétences qui entrent en jeu. C'est pourquoi Olam, qui est une multinationale, a déjà fait une étude. Naturellement, elle dira tout est bon, tout est clair, pour que le gouvernement puisse lui octroyer ces terres. Mais maintenant, il faut une contre-expertise. J'ai rencontré des sociétés aux États-Unis, au Mexique et au Brésil qui sont prêtes sur fonds propres à venir nous en faire une autre. Parce qu'il faut une comparaison pour le moment. Et c'est ça le paradoxe. Les populations du Ontem n'ont qu'un seul son de cloche, un seul interlocuteur. Elles n'ont même pas le gouvernement. Elles n'ont que Olam. Olam qui rentre rencontrer nos papas, Olam qui rentre rencontrer nos vieilles grand-mères dans nos villages, Olam qui fait des tracés, Olam qui fait. Nous n'avons que Olam. Notre rôle aujourd'hui est justement d'interpeller le gouvernement. Parce que c'est au gouvernement de nous expliquer, le gouvernement qui devra également nous éclairer sur les zones d'ombre que je vous ai précitées, à savoir le bois qui va être coupé, qui va le gérer, les richesses du sous-sol, qui va les gérer, s'il y a pollution de la nature, qui va gérer tout cela. Vous voyez la complexité de ce projet, c'est que le permis, il est signé du ministre des Eaux et Forêts. Il faut voir le ministre de l'Environnement. Les grands travaux rentrent également en compte, donc il faut rassembler tous ces interlocuteurs pour voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui ne peut l'être. Le ministère de l'Agriculture, naturellement, sera impliqué, mais une solution simple qui m'a été proposée au Brésil, c'est pourquoi vous engagez là-dedans? Mais laissez vos forêts là comme ça. D'ici juin 2013, la taxe sur le carbone qui est en train d'être négociée mondialement, les gros pollueurs vont financer les pays non pollueurs. Nous sommes naturellement en première ligne à cause de notre appartenance au bassin du Congo. Nous pourrions recevoir des subventions sans nous casser la tête, simplement parce que nous n'allons pas émettre de gaz à effet de serre. Donc il y a des pistes qui sont exploitables. Et mieux encore pour terminer, que fait l'EVA sur la santé pulmonaire des personnes? Vous savez pourquoi les grandes plantations d'EVA, on les fait loin des habitations, des populations? Parce que dans ce studio, Monsieur Mbangmeze, si j'entre avec 1 kilo d'EVA saigné il y a 2 jours, vous ne pourrez pas faire 2 minutes en plus dans ce studio. Parce que l'EVA a une forte odeur nocive. Donc on l'a fait très loin des populations. Et le cas de Mindik et Bitam sont édifiants. Lorsque nous sommes à Oyem, à Akwakam, et qu'un camion d'EVA arrive de Bitam pour allier Mindik ou Libreville, mais je vous assure qu'il faut au minimum 30 minutes pour que l'odeur se dissipe. Mais je vous dis une odeur pestilentielle. C'est l'une des causes pour laquelle cette plante, on l'a fait loin des populations. EVA à Mindik avait été fait dans une forêt où n'y vivait âme. Tout à fait. Or, aujourd'hui, ce sont nos villages qui sont très clairement dans le tracé de ce permis. Voilà, une préoccupation que j'ai prise avant d'entrer dans ce studio. En fait, c'est une question, honorable député. Si tous les Gabonais raisonnaient comme vous, tel projet, on ne peut pas l'installer chez moi pour des raisons que vous évoquez. Que serait devenu le Gabon sans exploitation de l'uranium, du manganèse, qui peuvent être tout aussi nocifs pour les populations que l'EVA aujourd'hui? Vous savez, il y a dans ce pays des débats malheureusement tabous. Des débats qui finiraient un jour toujours par nous rattraper. Et je crois que lorsqu'une multinationale s'installe, elle se doit d'informer les populations de la dangerosité de l'exploitation. Ces populations ne parlent pas parce qu'elles n'ont pas de voix. Mais ces personnes, beaucoup sont en train de mourir. C'est un véritable génocide parfois. J'ai suivi un peu
le combat des populations du Niger contre Areva. Pour la production de l'uranium. Pour la production de l'uranium. L'Afrique doit cesser d'être un dépotoir. Vous avez le pro-Boko Haram en Côte d'Ivoire et ces dizaines de morts. Et nos différentes forêts polluées, nos plages polluées, le dégazage de beaucoup de pétroliers dans nos côtes. Bref, nous n'avons pas de voix, mais nous mourons en silence. Mais quand nous pouvons tirer la sonnette d'alarme avant qu'un projet ne se fasse, nous devons de le faire. Le Gabon est couvert à plus de 82% de forêt. Nous avons des zones dans ce pays où vous parcourez 3, 4, 5 heures, 6 heures sans voir âme qui y vivent. Pourquoi ces multinationales n'iraient-elles pas développer ces zones afin de nous apporter la plus-value? Pourquoi faudrait-il qu'elles y aillent toujours où les populations se sont déjà installées? C'est la même chose pour l'habitat. Une pieuvre a plusieurs tentacules simplement parce que souvent l'État prend très rarement d'initiative. Quelqu'un qui est arrivé de Mivoul, je suis arrivé de Boudengaz, je me lève un matin, je vais me battre pour bâtir ma petite case. Un autre voisin, j'appelle me Bameze, je dis, ah mon frère, il faut venir, il y a un petit truc, tu viens pendant 1 mois, 2 mois, défrichant avec la famille et tout ce que ça peut susciter comme travail manuel, etc. On en passe. 2 ans après, l'État s'invite, vous exproprie, prend vos terres, à dire que c'est le rôle de l'État. Donc, les multinationales qui viennent chez nous doivent aller prospecter dans ces zones. Et Dieu seul sait que 80% du territoire national, en excluant les 13 parcs nationaux, nous avons assez d'espace où tout pourra y être planté, poussé, sans que les populations ne crient au loup. Pourquoi ne pas trouver ou morceler le projet dans des zones inhabitées, de peur que mes collègues... Voilà, par exemple. Et vous me donnez là une idée, une grande idée. Le long du Transgabonais. Et ils auront là déjà une voie d'acheminement qui va les conduire directement au port d'Ovendo ou à Franceville. C'est parfait, le long du Transgabonais. Alors on va conclure cette émission finalement. Vous comptez sur qui? Est-ce que le combat que vous menez, c'est pas une bataille perdue d'avance? Non, nous comptons sur la clairvoyance du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous sommes ses soldats. Nous sommes ses sentinelles. Et un grand chef est celui qui écoute ses sentinelles. Lorsqu'il a été demandé à l'époque à Colin Powell de qui il s'était inspiré pour la guerre en Irak, il a dit Chaka Zulu avait des sentinelles qui allaient épier l'ennemi, qui allaient regarder et venaient lui donner le renseignement exact. C'est ce que nous sommes, les 118 députés, je crois, du PDG. Je dirais même les 120 députés, pour parler sur le plan strictement national. Donc, nous nous en remettons exclusivement à la justice du président de la République qui va orienter, dégager, dire et trancher. Voilà l'assurance que nous, populations du Haut-Thème, avons quant au dénouement heureux de cette affaire. Voilà, on dit merci à monsieur Bertrand Zibi Abégué, premier volet de cette saga autour de la plantation agro-industrielle de Mivoul. C'était un projet attendu sur cette même tribune, nous l'espérons, pour dimanche prochain. Monsieur François Angon-Toutoum, absent de Libreville pour l'instant, et ce sera l'occasion pour lui de dire sa vérité sur ce projet. Alors, le contact de l'émission, c'est le 07 98 78 28, 07 98 78 28. Précieuse collaboration technique de Hervé Moupimba Ndaka et Julien Makita. Roger Mbameze, c'est moi. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.